quelconque. 2. Voilà, c'est le rang de la matrice. Bon, on passe maintenant, troisième paragraphe. Ce qu'on appelle l'orthogonalité. Voilà. Donc, on commence par une définition. Donc, toujours soit f une forme bilinéaire symétrique sur un K espace vectoriel E et Q, la forme quadratique associée. Petit 1. Soit XY appartient à E. On dit que X est orthogonal à Y si, et on note X orthogonal à Y si tout simplement f de xy est égal à 0. C'est bon? Donc, la deuxième définition, soit A et B, deux parties de E. Juste des parties, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. D'accord? On dit que A est orthogonal à B, et on note A orthogonal à B si la même chose, f de xy égale à 0, quel que soit x appartient à A, et quel que soit y appartient à B. C'est bon? Troisième définition, soit A, une partie de E. On appelle orthogonal de A l'ensemble noté en orthogonal est défini par A orthogonal, c'est l'ensemble des x appartient à E, tel que f de xy égale à 0, quel que soit y appartient à A. C'est l'ensemble des vecteurs qui appartient à E qui sont orthogonaux à n'importe quel vecteur de A. C'est bon? 4. Bien, on va voir ça après. Proposition. Petit 1. A orthogonal est un sous-espace vectoriel de E. Si A est une partie, l'orthogonal de A, c'est toujours un sous-espace vectoriel. Et donc, on pourra chercher une base d'un tel espace vectoriel. Deuxièmement, A orthogonal est égal à A bien sûr, on peut montrer ça facilement. Sous-espace, ça veut dire différents ensembles vides. Pourquoi les différents ensembles vides? Parce que
0 appartient, c'est normal, parce que f de 0, x est égal à 0, quel que soit x. En particulier, quel que soit x appartient à A. Pour la deuxième, pour montrer une double inclusion, d'accord, c'est pas délicat, mais ce qui est important, c'est que, imaginez qu'on veut chercher l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel de dimension 2. C'est bon? Donc, le sous-espace engendré par A, c'est un sous-espace de dimension 2. Donc, lorsqu'on va écrire l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel de dimension qui est de dimension 2, mais de cardinal infini, c'est important. Alors, si on va utiliser la définition ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura une infinité d'équations. D'accord? L'orthogonale, si vous avez le sous-espace engendré par A, c'est un sous-espace de dimension 2. C'est bon? Avec A, une base. Donc, lorsque vous allez chercher le sous-espace engendré par A, eh bien, combien d'équations ici? Il va être géré par une infinité d'équations. Parce que le cardinal du sous-espace engendré par A, c'est l'infini. D'accord? Bien sûr, sa dimension, c'est 2. Mais son cardinal, le nombre d'éléments, c'est l'infini. Et donc ici, vous aurez une infinité d'équations. Par contre, si A, c'est la base, bien une base, si A, c'est une base, et A, il contient donc 2 vecteurs. Donc l'orthogonale de A, il va être géré par 2 équations. C'est important. D'accord? Donc si on vous demande de chercher l'orthogonale du sous-espace, bien d'une partie quelconque, une partie quelconque qui est infinie, parfois, qu'est-ce qu'on va faire? Fini ou bien infini, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc l'orthogonale de A, c'est quoi? C'est l'orthogonale du sous-espace engendré par A. Le sous-espace engendré par A, il contient une base. C'est bon. Donc cette base-là, il est constituée par 2 vecteurs, 3 vecteurs. Et donc, si par exemple E1, E2, E3, c'est une base du sous-espace engendré par A, alors, eh bien, ça, d'après ça, une autre fois, c'est l'orthogonale de E1, E2, E3. Ça veut dire c'est l'ensemble des x appartient à E, tel que f de x E1, c'est 0. F de x E2, c'est 0. F de x E3, c'est 0. Et donc vous aurez 3 équations à 3 inconnus. Donc cette relation-là, elle est extrêmement importante. D'accord? Voilà, donc on va continuer. On a dit c'était définition. Donc 1, on dit que x appartient à E et isotrope si q de x égale à 0. 2. Le noyau de f est noté Ker de q est défini par Ker de q, c'est E orthogonal. Et c'est quoi l'orthogonal? C'est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à n'importe quel vecteur de E. Donc c'est l'ensemble des x appartient à E, tel que f de xy égale à 0, quel que soit y appartient à E. C'est bon? Et donc, entre nous, c'est le noyau de la matrice. C'est bon? Donc, si x appartient à Ker de q, alors, si x appartient au Ker de q, donc le noyau, alors f de xy est égal à 0, quel que soit y. En particulier pour y est égal à x, vous aurez f de x est égal à 0, ça veut dire q de x est égal à 0, ça veut dire que x il est isotrope. Alors x est isotrope. C'est bon? Soit f un sous-espace vectoriel de E.
bien on dit que F est isotrope si F inter F orthogonal différent de 0. Donc en particulier, si vous avez F engendré par un seul vecteur X, il est isotrope, ça veut dire tout simplement que X est isotrope. C'est bon? Définition, soit toujours les mêmes hypothèses, d'accord? On va prendre B est égal à E1 jusqu'à En, une base 1. On dit que B est une base orthogonale si F de EI, EJ égale à 0, quel que soit I, différent de J. Donc on va dire qu'une base B il est orthogonale, ça veut dire que F de EI, EJ égale à 0, quel que soit I, différent de J. Autrement dit quoi? La matrice est diagonale. La matrice de F par rapport à B est diagonale. À part de diagonale, vous avez des zéros. C'est-à-dire que la matrice de F dans B est diagonale. Donc, les diagonales, ça veut dire quoi? Que la matrice, elle est gentille. On pourra la gérer d'une manière plus simple. Et donc, l'objectif, maintenant, c'est quoi? C'est de chercher des bases orthogonales. Dans la réduction des endomorphismes, on est en train de chercher l'existence des bases formées par les vecteurs propres. Là, on va essayer de chercher une base orthogonale. Ça veut dire F de E, I, E, J égale à 0, quel que soit I, différent de J. On va voir une méthode pratique tout à l'heure pour chercher cela. 2. Soit B est égal à E1. Donc, une base orthogonale. Et soit P, c'est le cardinal DI tel que Q de EI supérieur strictement à 0. Ça veut dire le nombre de I tel que Q de EI supérieur strictement à 0. Et le M, c'est le cardinal DI tel que Q de EI strictement négatif. C'est bon? Donc, on appelle signature de Q notée. Signature de Q, donc le couple signature C de Q, C, P, M. Voilà. Donc le rond, c'est P plus M. Et on montre que le rond
c'est P plus N. C'est bon? Donc, l'objectif, c'est de chercher une base orthogonale. On va voir une méthode pratique pour le faire. Une petite remarque d'abord. Donc maintenant, on est d'accord que le but, c'est de chercher une base orthogonale, parce que la matrice de F dans une telle base, elle est simple. C'est bon? C'est une matrice qui est diagonale, et donc la gestion, elle est plus simple. Donc, pour gérer une matrice qui est diagonale. Maintenant, on va voir la méthode pratique dite réduction de Gauss pour essayer de chercher une telle base. À partir d'une base quelconque, on va voir une méthode pratique pour chercher une base orthogonale. C'est bon? Avant d'attaquer cette question-là, on va voir une remarque qui est pertinente. Donc, soit B est égal à E1 jusqu'à En, une base orthogonale. Et F, une forme binaire symétrique sur E. C'est bon? Donc, si x est égal à la somme des xi ei, i de 1 jusqu'à n, un élément de E, alors Q de x, c'est quoi? C'est quoi la forme de Q de x? Bien, Q de x c'est f de la somme de i de 1 jusqu'à n, de xi ei. La somme, on va changer l'indexation, c'est la même chose, parce que Q de x c'est f de xx. La somme du j de 1 jusqu'à n, de xj, ej, c'est la même chose, puisque f il est bilinéaire, et B il est orthogonal, ça veut dire f de ei, f de ej c'est 0. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir en fin de compte? C'est la somme de i de 1 jusqu'à n, de f de ei, parce que f de ei, c'est 0, sauf pour i égale à j, on ne sait rien. Donc on les laisse comme ça, donc c'est xi au carré. Donc ça c'est quoi? C'est la somme de i de 1 jusqu'à n, de q de ei, xi au carré. Ça veut dire quoi? Si on a une base qui est orthogonale, automatiquement, q de x, c'est une somme et différence de carré. Bien sûr, je m'excuse ici, on travaille parce qu'on a parlé de positif et négatif, car c'est R ici. C'est bon? Dans cette partie-là, on travaille avec K, c'est R. Pour parler de positif et négatif, tout ça, bon, si on travaille dans C, c'est pas possible. Donc, la même chose ici, on travaille dans R. C'est bon? Dorénavant, on travaille dans R. Donc, soit B est égal à une base, donc s'il est orthogonal, alors Q de x, parce que Q de ei, c'est un élément de R. Donc, ou bien il est positif, ou bien il est négatif. Ça veut dire qu'on a pu rendre Q sous forme de somme et différence de carré. C'est important. Inversement, si vous avez une telle forme, inversement, si Q de x est égal à la somme de i de 1 jusqu'à n de Q de ei xi au carré. C'est quoi f
de x de la somme des xi ei et la somme des yj ej. À partir de ça, c'est la somme de i de 1 jusqu'à n, que de ei, c'est une constante, c'est un élément de R fixe. Xi au carré va devenir, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Si vous avez xi au carré dans Q, dans F, ça va devenir xi, y, i. Eh bien, avec cette forme-là, on peut vérifier facilement, forme bilinéaire symétrique, que le B en question, c'est une base orthogonale. Par exemple, x1 avec y2, c'est l'un des deux, c'est il est nul, et donc le f2, e1, e2, c'est 0, ainsi de suite. Donc on vérifie facilement que B est orthogonal. Ça veut dire quoi? C'est très important. Ça veut dire, si vous avez B, il est orthogonal, Q, il est sous forme de somme et différence de carré. Si Q, il est somme et différence de carré, alors B, il est orthogonal. Donc vous avez, pour chercher une base orthogonale, on doit écrire Q sous forme de somme et différence de carré. C'est ce qu'on appelle la réduction de Gauss. D'accord? C'est ce qu'on va voir maintenant, et c'est une méthode pratique. On va voir ça sous forme, donc si vous avez Q, il faudra la rendre sous forme de somme et différence de carré. Et on sait que Q, c'est quoi? C'est une forme quadratique. C'est un polynôme homogène de deuxième degré. D'accord? Et donc là, on va utiliser deux méthodes. On va voir. Donc là, à retenir, vous avez l'équivalence entre le fait que B il est orthogonal, vous avez B une base. Vous avez l'équivalence entre B et orthogonal, et le fait que Q de X, il est sous cette forme-là. D'accord? Avec Q de alpha de EI, bien sûr, ce sont des éléments de R fixés. Donc, réduction de Gauss. Réduction de Gauss, c'est quoi? C'est étant donné une forme quadratique, on va essayer de la mettre sous cette forme-là. Lorsqu'on va la mettre sous cette forme-là, on pourra déduire une base orthogonale. D'accord? Donc, on va faire ça sous forme de deux exemples, d'accord, pour bien comprendre la chose. Donc le but c'est quoi? Étant donné une forme quadratique qui est un polynôme homogène de deuxième degré, il faudra l'écrire sous forme de somme et différence de carré. Donc, si vous avez un polynôme homogène de deuxième degré, ou bien vous avez un terme sous la forme de xi au carré, ou bien il n'y a pas. Ce sont les deux types qui existent dans la nature. Ou bien dans Q de x, il y a un terme au carré, ça veut dire xi au carré, x1 au carré, bien x2 au carré, quelque chose comme ça. Ou bien il n'y a pas. Ça veut dire il n'y a pas, ça veut dire qu'il y a seulement x1, x2, x1, x3, ainsi de suite. C'est bon? Donc on va voir ces deux types-là. Ce sont les deux types qui existent. On va le voir chacun dans un exemple séparé. Et comment chercher une base orthogonale à partir d'une base quelconque. Après, c'est toujours la même procédure que vous allez vous répéter. Et donc, j'ai opté pour faire ça sous forme d'exemple pour bien comprendre. Donc, exemple 1. Donc, dans R2, dans R3, soit B0 est égal à IJK
la base canonique de R3 et B égale à E1, E2, E3, une base orthogonale qu'on essaie de chercher. C'est bon? Qu'on essaie de chercher. C'est bon? On ne l'a pas encore. On a uniquement la base canonique. C'est bon? On essaie de chercher un B qui va être une base orthogonale. On n'a pas encore. C'est la méthode de la découverte. On suppose que B existe. On suppose qu'une base orthogonale existe. On va voir ses propriétés. À partir de ces propriétés-là, on va essayer de tirer sa forme et on va voir son existence. C'est bon? Ce qu'on appelle la théorie de la découverte. On suppose que quelque chose existe. On essaie de chercher sa forme et à partir de sa forme, on essaie de définir cette chose-là. Donc, soit Q de x1, x2, x3 est égal à x1 au carré moins x2 au carré plus 4x3 au carré moins 4x1 x3. C'est bon? Donc, pour la recherche d'une base orthogonale, ça veut dire la recherche de B, qu'est-ce qu'il faudra chercher? Il faudra d'abord, la première étape, essayer d'écrire Q sous forme de somme et différence de carré. C'est très important. C'est bon, donc c'est la première étape qu'on va voir, et c'est ce qu'on appelle la réduction de Gauss. Donc, on a Q de x1, x2, x3. Donc, c'est un carré, c'est un carré, c'est un carré. Ça, c'est le début d'un carré, donc il faudra marier ces deux-là. Donc, c'est x1 moins 2x3 au carré. x1 au carré, parce que x1 moins 2x3 au carré, c'est x1 au carré, c'est ça. Moins 4x1, c'est ça. Moins 4x1, x3, c'est ça. Et là, il y a plus 4x3 au carré qu'il faudra éliminer, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il reste? Moins x2 au carré. Donc on a pu mettre ça sous forme de somme et différence de carré. C'est bon? Maintenant, on suppose que B existe. Donc c'est quoi la forme de B? Si vous avez un x qui est égal à x1, x2, x3, ça on sait que ces coordonnées sont x1i plus x2j plus x3k. Dans la base canonique IJK, les coordonnées de x1, x2, x3, c'est x1, x2, x3. C'est bon. Maintenant, on va chercher dans la base E1, E2, E3, qu'on essaie de la chercher. Donc ça va être, c'est x1, E1, plus x2, E2, plus x3, E3. x1, grand x1, grand x2, grand x3, ce sont les coordonnées du vecteur. Donc pour chercher E1, par exemple, c'est quoi grand x1? C'est 1. Grand x2, c'est 0. Grand x3, c'est 0. Et donc il faudra chercher, pour chercher E1, il faudra chercher les petits xi. C'est bon? Donc, ça c'est une autre. Donc là, donc ce Q là, qui est Q de x1, x2, x3, normalement c'est quoi? C'est Q sous cette forme-là, c'est Q de x1, E1, plus x2, E2, plus x3, E3. Ça on l'a déjà vu, puisque E1, E2, E3 c'est une base orthogonale. Donc c'est Q de E1, x1 au carré, plus Q de E2, plus Q de E3, 3 au carré.
essayer de voir ça et la comparer avec ça. C'est la même chose, parce que x1, x2, x3, c'est ça. D'accord? Ça, c'est x1, x2, x3. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est q de E1, un scalaire, pour x1 au carré. Bon, on a ici le carré. Q de E2, x2 au carré. Et donc, on pourra prendre grand x1, c'est x1 moins 2x3. C'est ça le changement de variable. Grand x2, par exemple, c'est petit x2. Et grand x3, c'est petit x3, parce que là, je peux ajouter plus 0 x3 au carré. Donc, le changement de variable qu'on va faire, donc le changement de variable qu'on va faire, donc on adopte le changement de variable. Grand x1, c'est x1 moins 2x3. Grand x2, c'est x2. Et grand x3, c'est x3. Dans ce cas-là, c'est quoi Q de E1? Q de E1, ça doit être égal à 1. Q de E2, ça doit être égal à moins 1. Q de E3, ça doit être égal à 0. C'est bon? C'est ça le changement de variable, parce que on est en train de faire la méthode de la découverte. On suppose que la base orthogonale existe. On va essayer de chercher sa forme, c'est ça sa forme. D'accord? À partir de cette forme-là, on va la chercher. Donc, là, l'objectif, c'est quoi? C'est de chercher petit x1, x2, x3 en fonction des grands xi. Pourquoi? Par exemple, les coordonnées de E1, on veut chercher, en fin de compte, E1, E2, E3. Les coordonnées de E1 dans la base E1, E2, E3, c'est 1, 0, 0. Mais, même si on connaît les coordonnées de E1 dans la base E1, E2, E3, qu'on ne connaît pas, on n'a rien gagné, on n'a rien fait. Donc il faudra chercher les coordonnées de E1 et E2, E3 dans la base canonique.